Bonsoir. Claude François aurait eu 73 ans cette année. 34 ans après sa mort en 1978, son succès et son image sont intacts. Mais sait-on tout de ce chanteur qui se croyait mal aimé? Il était une fois, lève le voile sur la face cachée de la star. Et le document qui va suivre vous en apprendra davantage sur ce personnage complexe. Nous savons tous que le chanteur était un homme qui aimait les femmes. Tout au long de sa vie, il a multiplié les conquêtes. Nous avons recueilli le témoignage exceptionnel de certaines de ses ex-compagnes qui racontent leur liaison parfois orageuse avec la star. Quels étaient aussi ses rapports avec l'argent, avec sa mère, avec ses fans? Ce sont ses proches et tous ceux qui ont travaillé ou vécu dans l'intimité du chanteur qui parlent sans tabou. Alors pourquoi Claude François est-il encore et toujours adulé aujourd'hui? D'où vient cette formidable soif de revanche qu'il a animée tout au long de sa vie d'homme et d'artiste? Retour ce soir sur la saga d'un mythe encore vivant. Voici Clo-Clo, la face cachée d'une idole. Je ne sais plus comment faire. Ça s'en va et ça revient. Il a eu une vie crue. Pourquoi Claude François est-il devenu une star? Comment la trahison d'une femme a-t-elle tout déclenché? Le vrai déclic de sa carrière s'est passé le jour où il apprend que Jeannette le trompe avec Gilbert Bécaud. Claude a vécu un peu comme un sultan. Il a eu un harem de femmes, et de très très jolies femmes. Pourquoi l'artiste multipliait-il les conquêtes? C'était un fou de sexe. J'ai dû me faire avorter 3 fois. Pourquoi a-t-il caché si longtemps l'existence de l'un de ses fils? C'est un secret compliqué. Et je lui avais dit qu'il aurait des problèmes avec le petit Marc. On le voyait à la fenêtre, là, au premier, on n'en parlait pas. Quels étaient les rapports de la star avec son père? Quand le père a su que son fils était musicien, c'était la pire des choses pour lui, que c'était un bohémien, quoi. Qui ne lui pardonne pas d'avoir abandonné ses études pour choisir un métier de saltimbanque. Pour la première fois, un document bouleversant vous dit tout sur Claude François. I don't like myself. When I look at myself in a mirror, I never watch my shows on TV. Comment le chanteur parti conquérir le marché britannique va-t-il échapper à la mort à Londres? Piece of flesh all over us, in the hair, everywhere. You know? Il a eu la chance d'être derrière une personne qui faisait une tête de plus que lui, et cette personne a été décapitée, et lui, ça l'a protégé. Comment Cataline, sa dernière compagne, a-t-elle failli mourir avec lui? I pulled him away. The light fixture was still in his hand. Je t'avais donné un conseil à cette époque que tu n'avais pas du tout suivi. En général, je les suis. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. 1974. Pour la première fois, Claude François et France Gall chantent en duo pour une émission de télé. Mais ce que le public ignore, c'est que les deux stars ne s'adressent plus la parole depuis plusieurs années. Leurs amours étaient restés totalement secrètes. France a compté au début. Bien sûr, France Gall, ça a compté beaucoup. Et elle l'a jamais oublié et elle l'a jamais pardonné. Mais que lui a fait le chanteur pour que France Gall ne lui parle plus? Pour le comprendre, il faut faire un retour en arrière. 1963, Claude François, 24 ans, enchaîne gala sur gala. Il est la nouvelle idole de la variété française. Depuis le succès de Belle 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 en 1962, toutes ses chansons sont des tubes. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Tout le monde va des mains avec moi. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. En 1964, c'est la consécration sur la scène de l'Olympia. Cheveux blonds, yeux bleus, pour les adolescentes, Claude François, c'est le prince charmant.
Ce soir-là, dans la salle, une jeune fille de 17 ans va bouleverser sa vie. Fou de tout l'homme et crois-moi plus fou d'elle de jour en jour. Il passe en vedette à l'Olympia pour 15 jours. Et dans les coulisses, une jeune fille traîne tous les soirs. Il voit Claude François sur scène qui chante « Si j'avais un marteau » et tout ça. Il était en pleine ascension. La France entière chantait cette chanson et elle le trouve magnifique. Cette jeune fille, c'est France Gall. Son père compose pour les plus grands, et notamment Charles Aznavour. Elle est impressionnée par le charisme du chanteur et son style inimitable. Son entourage l'emmène dans les loges. Lui, il n'est pas insensible au charme de cette jeune chanteuse blonde. Il a toujours aimé les blondes. Et voilà, peu à peu, il tombe amoureux d'elle. C'était une toute jeune fille. Et Claude François était son premier homme. France est amoureuse de Claude François. Elle l'aime d'une passion dévorante. France Gall faisait le mur la nuit pour aller rejoindre Claude François. Et elle rentrait le matin avant que les parents se lèvent, mais ils entendaient des bruits, que leur fille rentrait comme ça, avec les yeux cernés. Elle avait envie qu'il l'épouse, qu'il lui fasse des enfants, mais ça n'a pas marché. Car Claude François n'est pas facile à vivre. Il est autoritaire, possessif et d'une jalousie maladive. Elle ne pouvait pas rester après une prestation sur scène avec ses musiciens. Il fallait vite qu'elle rentre à l'hôtel parce que déjà le téléphone sonnait dans sa chambre et c'était Claude qui lui disait « Mais où t'es-tu ? Normalement, ça fait 1 heure que t'as fini de chanter et tout ça. » Donc sa vie a été rabotée un peu par Claude François. Il était même capable, dans des maisons de vacances, à la campagne ou autre, s'il devait s'absenter, de l'enfermer à clé dans la maison. De désillusion en déception, France Gall commence à se lasser de cet homme impossible, comme elle le qualifie. D'autant que, jaloux de sa réussite, il la considère comme une rivale. Ils adaptent tous les deux des chansons d'origine anglaise ou américaine. France Gall oriente sa carrière avec un immense succès, puisque France Gall vend énormément de disques au tout début des années 60, ce qui agace profondément Claude François. Claude François, lui, il était très jaloux du succès de France. Il ne voulait rien savoir sur sa carrière. France Gall est trop jeune pour attacher de l'importance au métier de chanteuse. Pourtant, elle accepte de représenter le Luxembourg à l'Eurovision en 1965. La chanson est de Serge Gainsbourg. La veille du concours, Claude François avait dit à France Gall « Je te préviens, tu gagneras pas, c'est impossible, tu peux pas, c'est pas ton style, ta chanson est très mauvaise. » Malgré les critiques acerbes de Claude François, France Gall ne se laisse pas décourager. 1 heure avant de passer au concours de l'Eurovision, France appelle son amoureux qui lui dit « Mais tu sais, je sais pas ce que tu fais dans ce concours, je sais pas pourquoi tu fais ce concours. » Canta France Gall. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Bien évidemment, Claude François est dans sa propriété de Danemois, il regarde la télé ce soir-là et il assiste à la victoire de France Gall. Et oui, 200 millions de téléspectateurs plébiscitent la chanson de la jeune artiste qui remporte l'Eurovision. Preghiamo cortesemente la signorina France Gall, cantante della canzone. Et là, c'est insupportable. Elle gagne, et puis quand on gagne l'Eurovision, on doit rechanter. Donc, juste avant de rechanter, elle dit il faut que j'appelle Claude. France Gall veut partager sa victoire avec lui. Elle lui dit Claude, j'ai gagné. Et il lui dit eh ben moi, tu m'as perdu. Et il lui raccroche au nez. L'Europe entière s'imagine que cette petite fille blonde, cette jeune fille blonde, cette Lolita blonde, est émue aux larmes par le fait d'avoir gagné. Eh ben, pas du tout. C'est parce qu'elle était éperdue de tristesse. Désespérée, elle n'assiste pas au dîner de gala. Appelle de nouveau son amoureux, mais le téléphone sonne dans le vide.
Le lendemain, France Gall a disparu. On cherche France, elle n'est pas dans sa chambre. Elle avait pris le premier avion pour Paris. Elle était sur le palier de l'appartement de Claude, en train de sonner, de tambouriner. Celui-ci ne voudra pas lui ouvrir pendant plus d'une heure. Pendant plus d'une heure, attendant que Claude veuille bien lui ouvrir, pour lui parler, pour lui dire « je t'aime », puisqu'elle attendra ça, finalement. Puis au bout d'un moment, il lui a ouvert, et leur histoire a repris. Mais elle s'en est toujours souvenue, parce que pour France, quand une page est tournée, elle est tournée, et cette page, elle ne la relit jamais. Malgré leurs retrouvailles, peu de temps après, France Gall le quitte. Cette rupture marque le chanteur au fer rouge et lui inspire, comme d'habitude, la chanson française la plus exportée au monde. Lorsqu'on posera la question à Claude François, bien plus tard, en 1967, après sa rupture avec France Gall, on lui posera la question, on lui dira « mais pour qui avez-vous chanté, avez-vous coécrit le texte comme d'habitude ?» Et à ce moment-là, Claude François répondra « France Gall ». Dès le départ, son histoire d'amour avec Claude François est vouée à l'échec. Comment deux stars d'un tel niveau pourraient-elles cohabiter? Il avait le souci de conserver le rôle de leader, voilà, mais il l'avait à l'égard de n'importe quel autre artiste. Il voulait toujours être numéro 1, Claude. Donc c'était son moteur, quoi. Blessé par l'abandon de France Gall, Claude François est persuadé qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux. Que pensez-vous des jeunes filles actuelles, la jeune fille moderne? Je ne parle pas de vos admiratrices, la jeune fille moderne. L'idéal féminin, ça serait ce qui n'existe pas, c'est-à-dire une fille qui serait rêveuse, timide, enfin comme ça n'existe presque plus d'ailleurs. Cette fille qui n'existe pas, Claude François croit pourtant l'avoir trouvée. Elle a à peine 17 ans et se nomme Isabelle Forêt. C'est Isabelle qui soignera Claude François de ses blessures et de sa rupture avec France Gall. Et Isabelle était tellement fascinée par Claude que finalement, elle lui a laissé une grande liberté. Elle faisait tout ce que Claude souhaitait. La douce Isabelle a sans doute été la fille la plus tendre que j'ai connue dans ma vie d'homme. Isabelle est l'âme de mon moulin. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Isabelle et Claude se sont connus à Lyon, où Isabelle faisait partie d'un ballet, d'une compagnie de danse. Car le temps de l'amour, c'est lent et c'est court. Il avait rencontré cette jeune Isabelle, très touchante, les traits d'une jeune fille insouciante, la jeune fille que Claude François avait dans sa tête. Il avait un type de jeune fille qu'il adorait, c'était des petites blondes avec le nez retroussé et des grosses lèvres. Alors ça, il s'y fondait à chaque fois. D'ailleurs, Isabelle, c'était ça. Douce, soumise, Isabelle arrive à point nommé dans la vie du chanteur. Il veut lui aussi être père comme Johnny, son meilleur rival dans les hit-parades. Il y a Jean-Pierre Bloch qui rentre dans ma loge en hurlant, en disant t'as un fils. Voici David, blond, les yeux bleus, superbe, 3,05 kg. Claude rêve d'un enfant blond aux yeux bleus et Isabelle le lui donne. Le couple en 1968, 69, 70, le couple Claude François, Isabelle Forêt, va très très bien. Il est au zénith même de l'amour. Claude François Junior, surnommé Coco, né le 8 juillet 1968, quasiment un mois jour pour jour avant sa cousine Stéphanie. Les premières années de ma vie, moi c'est vraiment le moulin avec ma grand-mère et mon cousin Claude. Claude François est un papa merveilleux, très attentionnel. Pour moi, mon oncle, c'était ça. C'était quelqu'un de farceur et qui était toujours prêt à s'amuser, à rigoler avec les enfants de la famille. Claude est fier de Coco, un enfant en tout point conforme à ses désirs. Il représente sa descendance, l'aboutissement de toute une vie selon son expression favorite. Ce que tout le monde ignore ou feint d'ignorer, c'est qu'il n'a pas un seul fils, mais deux. Je l'ai vu et on m'a dit au début que c'était un enfant de Josette. On n'en parlait pas.
Il y avait comme un code entre nous, on ne parlait jamais, on ne lui parlait pas à Claude de Marc. On le voyait à la fenêtre, là, au premier, on n'en parlait pas. Et je lui avais dit qu'il aurait des problèmes avec le petit Marc. Marc, le deuxième fils de Claude, est né le 5 novembre 1969. Cette seconde naissance doit rester secrète à tout prix. L'entourage de Claude, la maison de disques, les attachés de presse, avait conseillé Claude, lui avait dit « Tu sais Claude, que tu aies un enfant, c'est formidable. Il s'appelle Coco Junior. Que tu en aies deux, ça donne un coup de vue au chanteur et un coup de vue à l'artiste. » Deux, ça fait ranger. Ça fait famille, ça fait papy devant la cheminée, tout ça. Toutes les précautions sont prises pour accueillir le nouveau-né dans la plus grande discrétion. Personne ne soupçonnera l'heureux événement. Isabelle s'inscrira d'ailleurs sous le nom de la cousine de Claude à la clinique, pour ne pas donner son nom à elle, pour ni de loin ni de près, on sache que c'est la compagne de Claude François qui met au monde un deuxième enfant. Elle quitte la clinique de la Muette très très vite pour s'installer au Moulin de Danemois, s'enfermer dans des murs, ne pas sortir, ne jamais voir personne, et personne ne parle de cette liaison. Chaque week-end, Claude reçoit des dizaines d'invités. L'ambiance est festive au moulin, sauf pour Marc. Marc François passe tous ses week-ends enfermé dans sa chambre du Moulin de Danemois. Il se promène entre la chambre, entre la salle de jeu, entre la salle de projection, quand il n'y a personne. Il était caché parce qu'il y avait la maison des gardiens en face. Il était dans une chambre là. Et Isabelle venait le voir, lui apportait à manger, mais on ne le sentait pas. En semaine, Marc et son frère aîné Coco jouent dans le jardin, mais à chacun son tour. Lorsque un enfant apparaît dans la propriété, il faut vite faire disparaître l'autre. Et lorsque c'est l'autre qui sort dans le jardin, il faut faire disparaître le premier enfant. Comme les deux garçons se ressemblent, ils n'ont que quelques mois de différence, ils sont habillés et coiffés pareil, les invités qui viennent au Moulin de Danemois ne s'aperçoivent absolument pas de la supercherie. Est-ce qu'il y en avait une fois un, une fois l'autre, et qu'on l'appelait quand même Coco, et qu'il y avait un mystère derrière tout ça? En tout cas, moi, j'ai toujours vu un petit garçon et un seul. Les enfants grandissent. Ils commencent à poser des questions. Marc souffre de cette vie cachée qu'on lui impose. La famille le vit mal, parce que c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué à gérer. Et puis surtout, il faut tout le temps faire des mensonges. Isabelle subit elle aussi la situation. Elle l'accepte pourtant. Claude est un artiste, il ne vit que pour son métier. Elle le sait. Dès qu'il ouvrait un œil, c'était son métier qui passait avant tout. Son métier passait avant sa famille, avant ses enfants. Enfin, c'était une obsession. Alors que Claude s'est lancé dans la quête perpétuelle de la gloire et de la fortune, Isabelle vit recluse au moulin avec ses enfants. Lui, il rêvait, d'être avec Isabelle, il a eu ça. La femme à la maison, il y avait ça quand même. Vous arrivez fréquemment ou pas d'aller en tournée? J'ai dû y aller 3 fois dans ma vie. C'est tout? C'est tout. Ça ne vous plaisait pas trop? C'était 2 mondes. Moi, j'avais mon monde à moi et les tournées, c'était autre chose. Les galas, c'était pas du tout... Non pas parce que je ne m'intéressais pas, mais c'est parce que c'était pas mon univers, donc je n'y allais pas. Et c'est un mode de vie auquel il faut s'adapter. Quelquefois, c'est pas facile à vivre, c'est vrai, mais c'est un choix aussi, on le sait. Isabelle se demande si elle a fait le bon choix en acceptant le style de vie que la star lui impose. D'autant qu'il continue à vivre comme un célibataire. Isabelle, finalement, apprenait dans la presse que Claude était fiancé avec une telle, avec une telle, avec une telle, avec une telle. Ah non, non, il n'était pas fidèle, non. Mais tu sais, quand quelqu'un n'est pas fidèle et qui fait ce métier, il va expliquer à sa femme, mais tu sais, je peux pas vis-à-vis des fans, je peux pas dire trop que je suis père de famille, que je suis toujours à la maison, ça c'est pas possible. Alors ce que tu vois dans les journaux avec une fille, c'est souvent pas vrai, mais ça fait une photo. Claude prétend qu'un homme normal ne peut pas être fidèle, et lui encore moins qu'un autre,
parce qu'il est une star. Un jour, j'étais en voiture avec Claude, il s'arrête net devant une affiche où il y avait une fille superbe, et il dit « mais cette fille, je veux la rencontrer, je veux la rencontrer ». Le lendemain, tout le bureau a voulu savoir dans quelle agence cette fille travaillait. Il a dîné plusieurs fois avec elle. Après, ce qui s'est passé, je ne sais pas, je dors pas sous les matelas. Les femmes sont sensibles à son charme. Pascaline, une ancienne collaboratrice, témoigne. Toutes les femmes qui travaillaient pour Claude François étaient amoureuses de Claude. Quand il rentrait seul et qu'il ne voulait pas rester seul, il me téléphonait, il me disait « tu viens faire un tour, tu viens me voir ». Donc j'allais voir Claude, j'étais toute contente. C'était magnifique de passer comme ça des soirées sur sa terrasse. Alors j'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Mais voilà, Isabelle n'a pas encore 30 ans. Mais elle a largement dépassé les 18. Je me souviens qu'à l'époque, Isabelle, la mère des enfants, était venue à l'improviste et Claude n'avait pas apprécié qu'elle soit venue comme ça et il lui avait fait savoir. Ce jour-là, Isabelle comprend qu'ils sont arrivés au bout de leur histoire. Une ultime vexation lui fait quitter le moulin de Danemois pour s'installer avec ses 2 fils sur la Côte d'Azur. Le dernier Noël qu'ils ont passé ensemble, Claude lui avait acheté une valise comme cadeau. Donc, c'est surtout Sophia qui a tout déclenché. Là, ça a été trop. Et donc là, elle a décidé de partir. Claude François avoue, elle avait 19 ans, en parlant de Sophia. Aujourd'hui, je peux bien l'avouer, c'est pour elle que j'ai quitté Isabelle, la mère de mes enfants. Bien sûr, j'aurais pu, si je l'avais voulu, vivre une double vie. De toute façon, aurais-je voulu le faire qu'avec Sophia, cela aurait été impossible. Elle était trop jalouse, trop exclusive. J'étais petite et je crois que c'est la première fois de ma vie que je voyais une femme aussi belle. C'était, je pense, la plus jolie fille de Paris. C'est une fille sublime. Je veux dire que, bon, je touchais pas aux femmes du patron, mais par contre, j'aurais bien aimé. Là, je disais, mince, là, il a trouvé une femme. Isabelle était ravissante, mais Sophia, je garde le souvenir d'une beauté fatale. Claude François tombe sous le charme de Sophia, un soir dans une discothèque. Elle est finlandaise, elle a 18 ans, c'est un top modèle à la beauté sauvage. Spectaculaire, elle attire tous les regards. Éric Colmédage, le rédacteur en chef du magazine Photo, s'en souvient encore. Elle avait des yeux de chat incroyables, elle était sexy, extraordinaire. 43, 45, 46, 47. Voilà la couverture. La couverture de Sophia. C'était un mannequin complètement renommé. Et, à l'époque, il n'y en avait pas 100 000 et c'était vraiment une fille superbe. C'était vraiment un félin. Claude l'appelait la sauvage aussi de temps en temps parce qu'elle marchait un peu comme ça, en déplaçant. Je pense que Sophia impressionnait Claude. Ils entretenaient une espèce de relation amoureuse violente qui faisait qu'elle était toujours à chaud, cette relation. Je crois qu'elle était très sincèrement amoureuse de lui. Et je crois qu'il avait presque trouvé son maître avec elle. C'est-à-dire qu'elle avait un caractère à peu près aussi facile que le sien. Elle avait tendance à mener Claude un petit peu par le bout du nez et à lui faire des tas de choses. Il y avait Josette Martin qui était obligée de l'emmener chez Cartier, la boutique. Et puis alors, elle arrivait devant la vitrine, elle disait « je veux ça ». Et Claude disait, bon, tu emmènes Sophia, tu emmènes Soso et tu lui achètes ce qu'elle veut. Elle était chiante, tout comme on dit, quoi. Elle était chiante, là, c'est tout. Claude aime Sophia. Capricieuse et exigeante, c'est la première femme qui lui tient tête.
Elle parvient même à lui faire prendre quelques jours de vacances en Finlande pour lui présenter sa famille. C'est la fameuse sortie classique de Joseph. Il est beau. Lui était connu, elle a été belle. Donc déjà, ça se heurte. Moi, il m'est arrivé d'assister à c'était « je t'aime, je te déteste ». L'un ou l'autre devait se rebeller, de se sentir un peu tenu par l'autre. Toutes les semaines à peu près, Sophia venait pleurer parce qu'elle s'était fâchée avec Claude, parce que Claude l'avait laissée. Finalement, on avait tous nos week-ends gâchés par les histoires de Sophia et de Claude. Il avait besoin de conquérir en amour, comme il avait besoin de souffrir en amour. Lui-même installait ce rapport de souffrance, d'ailleurs, dans ses relations amoureuses avec les femmes. Pendant plus de 3 ans, le couple vit un amour passionnel, charnel, entrecoupé de disputes et de réconciliations torrides. Combien de temps vas-tu encore me faire souffrir ? Ton imagination te joue des tours. Ce que tu penses est faux, tu es idiote, mais je t'aime tant. Signé Claude. Sophia vit aujourd'hui en Finlande, son pays natal. Plus de 30 ans ont passé. Invalide, elle nous reçoit dans sa résidence d'été, au bord de la mer Baltique. Et elle nous dévoile les raisons de sa rupture avec la star. Vous vouliez des enfants avec Claude ? Oui, j'ai été 3 fois enceinte. J'ai eu 3 avortements. Pourquoi ? Parce qu'il me disait toujours que ce n'était pas le moment. Il disait « Attends, attends, ce n'est pas le moment ». Bien sûr, je pouvais attendre. J'avais seulement 22, 23 ans. Mais j'adore les enfants. Je voulais un enfant. Fonder une famille avec Sophia ne fait pas partie des projets de Claude. Elle le comprend au bout de 3 ans, quand elle découvre par hasard l'incroyable secret de la star. J'ai vu la voiture d'Isabelle. Et tout à coup, j'ai vu Coco, en double. J'ai vu 2 enfants. Choquée, Sophia n'en croit pas ses yeux. Je lui ai dit « Comment peux-tu cacher un enfant ?» Il m'a répondu qu'il devait penser aux fans qui n'aimeraient pas le voir en père de famille nombreuse. Je lui ai dit « Si tu ne le dis pas à la presse que tu as 2 enfants, je le ferai moi-même. Et je ne te reverrai plus jamais. » Sophia n'est pas la seule à avoir dévoilé le secret de l'idole. Et Isabelle m'a téléphoné un jour de la Côte d'Azur en me disant « Écoute, il faut que tu dises à Claude qu'il y a des photographes qui tournent autour de la maison et sûrement il va en prendre des photos de marque. » Et Claude François apprend que Salut les copains prépare un gros dossier sur lui, sur l'existence de ce 2e fils. Je vais à Claude, je lui dis « Il y a ça qui se passe. » Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui dis « Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de le révéler, toi. » Claude n'a plus le choix. D'un côté, Sophia menace de le quitter. De l'autre, le magazine Salut les copains s'apprête à faire des révélations fracassantes sur la star. Ça transpirait un peu de partout et puis il a dit on va officialiser la chose parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Il a bien compris à un moment donné que ce n'était pas possible de garder longtemps ce secret. Il téléphone à la rédaction de François le 23 juillet et décide d'annoncer l'existence de son 2e fils. C'est une vraie révélation qui fait l'effet d'une bombe. Claude, qui a le sens aigu du marketing, réserve l'exclusivité au magazine Podium dont il est le propriétaire. Il prétend avoir voulu préserver Marc de la célébrité. Pour lui, c'est un vrai soulagement. C'est-à-dire qu'il avait ce poids sur le cœur qui était terrible. Donc je ne pense pas que mon oncle, à aucun moment, ait fait ça en voulant volontairement faire du mal à Marc. Je pense que ça a été plus par un souci de protection. Alors maintenant, c'est une grande première. On va d'ailleurs les applaudir car ils sont terrorisés, ils ont peur de trac.
Monsieur Marc et Monsieur Claude, fils de Claude François. Voilà. Il veut tellement se rattraper qu'il s'affiche avec son fils partout, avec ses deux fils partout. Et ses fans, finalement, sont très contents qu'il y ait encore un deuxième Clo-Clo Junior. Il a eu tort. Ah non, le nombre de fois je me suis disputé à cause de ça avec lui. Il dit, non, ne fais pas ça, il va être irrécupérable. Ça l'a beaucoup frappé encore maintenant. Il a ça toujours en lui. J'étais furieuse à propos de Marc. Je me suis dit que je devais partir. Je dois le quitter parce que je dois commencer une nouvelle vie. Il promettait tout le temps, promesses, promesses. J'en avais marre de ses promesses. Et ce n'est pas tout. Sofia ne supporte plus cette horde de fans qui pourchasse son amoureux à toute heure du jour et de la nuit. Et qui fait le pied de grue à l'entrée de son immeuble. Devant chez Claude François, vous l'attendez souvent? Oui. Toutes les semaines? Oui, presque. Ouais, Pourquoi? Parce qu'on l'aime bien, on l'aime bien, on l'adore. On l'adore. On en raffole. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Le symbole. Vous êtes toute amoureuse de lui? Oui. Oui. Sylvie Mathurin, l'habilleuse de Claude, a fait partie du noyau dur des fans de l'artiste. 10 fans l'attendent à la sortie de l'appartement, autant à l'arrivée de ses bureaux, pour qu'il ait toujours un groupe de fans qui l'attendent à chacun de ses rendez-vous, à chacun de ses déplacements. Et lui entretient ça parce qu'on l'approche, on le touche, on le caresse, on l'embrasse, il se laisse faire, il en demande, il en veut. Oh non, on va être bouillon, moi, carrément. Ah oui, en rentrant ensemble. Oh non, on va aller faire un tour, c'était Le toucher, c'était presque un talisman. Il racontait d'ailleurs qu'il y en avait certaines qui ne se lavaient pas les mains pendant 5 jours, une fois qu'elles l'avaient touché. Elles essayaient tout de même de le toucher dans ses parties les plus intimes. D'ailleurs, ça le faisait rire. Il y avait certaines fans qui ne faisaient plus, je pense, la part de la réalité et qui vivaient dans le rêve. Et donc, quelquefois, oui, ça débordait un peu. Elles intriguaient un peu, c'est arrivé. Sylvie n'a pas oublié les nuits passées sur le palier de son idole et la réaction de Claude quand elle s'absentait. Quand je restais plusieurs semaines sans venir le voir, quand je revenais, il m'en faisait la réflexion. C'est ces petits fans qui lui ont donné le plus d'amour, de réconfort. Adulé comme un dieu, Claude se nourrit de l'amour inconditionnel et sans contrepartie de ses fans. Il m'a repéré, mon regard avait évolué, et mes sentiments aussi, et ma façon de me comporter avec lui aussi, jusqu'au jour où Claude, oui, m'a ouvert la porte. J'avais peur de le perdre. J'avais envie de fuir, et à la fois j'avais envie de m'accrocher à lui. Vous l'aimez toujours? Sofia le sait, Claude la trompe avec les fans dès qu'elle a le dos tourné. On le lui a dit. Sofia déteste les fans, qui le lui rendent bien. Les fans étaient lassés de Sofia parce que tous les soirs, Claude, quand il rentrait, elle le voyait arriver dans sa Mercedes, encore Sofia qui était à côté. Elle disait « Ah, encore elle ». Et donc, il ne va pas nous saluer, il va à peine nous dire bonsoir, et c'était vrai. Il disait « Je suis né comme ça ». Il trouvait normal de faire l'amour avec plein de femmes. C'était un fou de sexe. Sa passion des femmes, dévorante, le conduit à créer un magazine de charme. S'improvisant photographe, il recrute lui-même les modèles.
Alors lui dirige toute la rédaction, avec Geneviève Leroy d'ailleurs, qui est déjà par ailleurs sa rédactrice en chef de Podium. C'était un magazine dit de charme, donc de jeunes femmes très dénudées. Claude tenait à ce que toutes les photos donnent l'impression d'avoir été prises par le trou de la serrure. Claude trouvait que dans les autres magazines de charme, les filles posaient complaisamment avec un petit sourire et que ça enlevait de l'érotisme. Alors Claude faisait le casting des filles qui allaient poser et il réalisait beaucoup des reportages photos. Les photos étaient signées François Dumoulin. François à cause de Claude François et Dumoulin parce qu'il avait cette propriété à Danemois appelée Le Moulin. Mais son magazine va lui créer de sérieux problèmes. Le numéro 2 a été frappé par 3 interdictions, entre autres l'interdiction d'exposition, d'affichage. Donc Claude s'est retrouvé avec 300 000 exemplaires imprimés qui ne pouvaient pas être mis en vente. Le ministère de l'Intérieur considérait que ce magazine, qui s'adressait évidemment à des adultes, était peu compatible avec l'image et le public de Claude François, qui avait un public jeune. Pour eux, il y avait une incitation à la débauche de mineurs. Et ce n'est pas tout. Après le magazine de charme, Claude ira jusqu'à créer une agence de mannequins dont il recrutera aussi les candidates. Les fans, le magazine de charme, l'agence de mannequins et ses multiples relations cachées. Pour Sophia, c'en est trop. Comme France Gall, elle quitte le chanteur. Une seule femme lui restera fidèle, sa mère, qu'il surnomme Choufa. Sa maman était, je crois, une maman possessive, mais Claude était un fils possessif. Ça, son fils, c'était vraiment tout. Donc elle dormait sur une chaise pour l'attendre, puisque souvent après la tournée, il venait directement au moulin. Donc là, il arrivait forcément très tard, dans la nuit. Elle l'attendait. Il pouvait arriver à 3h, 4h du matin, il lui faisait ses pizzas, ses choses. Je pense vraiment que ça a été elle, la vraie femme de sa vie. Vraiment. Je le sais. Elle est sa confidente, sa conseillère, celle qui ne doute jamais de lui. Est-ce que vous avez peur parfois pour votre fils que le succès Je vous s'arrête dirais un beau non, jour? ça m'est jamais venu à l'idée parce que c'est un bon travailleur. Il veut toujours faire plus. Alors ça m'étonnerait vraiment qu'il échoue. Souvent, il lui posait des questions sur ses tenues, sur les chansons. Lorsque Claude François appelle sa maman derrière un télédimanche en disant « Mais comment tu m'as trouvé ?» Sa mère lui répond « Très bien, mais alors, cette veste blanche et ce pantalon noir, tu fais vraiment garçon de café. » Claude appelait sa mère quand il engageait un nouveau collaborateur. Il lui demandait d'aller jeter un coup d'œil. Elle sentait la personne et elle lui disait ce qu'elle en pensait. Choufa, comme Claude l'appelle tendrement, arrange aussi les histoires de cœur de son fils. Quand je l'attendais ou qu'il me mentait, je pouvais aller la voir et parler avec elle. Elle était comme ma deuxième mère à Paris, quand nous sommes devenus intimes. Attentive au bien-être des siens et de son fils en particulier, Madame François a une petite faiblesse. Sa maman a un vilain défaut, c'est de jouer dans les cercles de jeu et dans les casinos. Chaque pas qu'il faisait à Monte-Carlo, il disait « Monsieur François, votre mère, elle avait des ardoises partout. » Mais pour jouer, il faut de l'argent et Madame François ne manque pas d'imagination pour s'en procurer. Elle devait faire les achats pour le week-end et elle faisait des notes de frais. Et elle ramassait des notes à Carrefour. Il me dit, ma mère, elle me ramasse des notes à Carrefour pour faire grossir les notes de frais. Il dit, mais je le vois, mais je dis rien et je sais qu'elle va aller jouer machine à sous. Claude connaît les ruses de sa mère. Les nouveaux venus dans son groupe ne tardent pas à les découvrir eux aussi, à leurs dépens. Je rencontre une dame dans les couloirs, ça fait 2 semaines que j'étais là, qui me fait « Ah, il pleut dehors et tout ça ». C'était une vieille dame. « Ah, il pleut dehors et tout, j'y trouve pas les taxis et tout ». Et puis je dis « Oh madame, vous êtes perdue, ça, etc. Vous n'avez pas de taxi ». « Ah ben non, je l'ai pas. Et puis j'ai perdu mon portefeuille et tout ». Elle me dit à un moment donné « Je suis la mère de Claude ».
Je dis putain, ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai intérêt à être gentil avec la mère de Claude François quand même. J'ai dit écoutez madame, c'est pas grave, attendez, je sors à l'époque 50 francs de l'époque, je dis attendez, c'est pas grave, je vous prête 50 francs, vous allez prendre un taxi, vous pouvez pas rester comme ça, etc. Ah bah c'est gentil, mais si je trouve pas le taxi, comment je vais le faire et tout ça. Alors je dis bon attendez, attendez, j'ai ma voiture, je vous emmène où vous voulez, etc. Entre-temps, elle garde les 50 balles et nous voilà partis. Direction une salle de jeu sur les Champs-Élysées. Quelques jours plus tard, Guy Florian croise son patron. Je dis pas à Claude le truc, je dis oh tiens j'ai rencontré ta mère et tout ça, il me fait ah ouais? Combien elle t'a volé encore? Oh bah rien, je lui ai prêté 50 francs. Ah bah c'est bien fait pour toi mon pote, tu les reverras jamais tes 50 francs et c'est pas moi qui vais te les donner. Et le lendemain il a mis une note de service partout, quiconque prêtera de l'argent à ma mère, on sera pour ses frais, etc. Vous ne donnerez plus rien à ma mère sans avoir mon accord écrit d'abord. À partir de la dernière note de frais remboursée à ma mère, vous ne rembourserez aucune note sans l'accord de Claude François. Ma mère a abusé, car c'est une femme qui aurait tendance à abuser, je la connais depuis assez longtemps pour vous l'affirmer. Au fond de lui, ça lui faisait rien, mais il avait tellement l'angoisse de se faire avoir qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire cette note. Autoritaire, séducteur, gentil garçon, Claude François est un personnage complexe. C'était à la fois un homme tendre et généreux et doux, et à la fois violent, irascible, colérique, tyrannique, intransigeant. Même dans sa gloire et tout, il ne se laissait pas dépasser, il n'oubliait pas. Chaque piste est un magnétophone. Là, par exemple, c'est une basse. Une basse. La basse. Vous entendez la basse? J'ai augmenté la puissance de la basse. Ça, c'est une guitare grosse caisse. C'est quelqu'un qui a vraiment un vrai besoin de reconnaissance, une vraie revanche à prendre sur la vie. Je vais baisser un peu le son, comme ça on peut m'entendre parler, peut-être. Hein. Voile sur les filles. Barque sur le Nil. Son histoire, c'est avant tout l'histoire d'une revanche. Qui ne connaît pas la jeunesse de Claude François ne veut pas comprendre le personnage. Il y a un proverbe égyptien qui dit « Celui qui n'a pas été rassasié à la table de son père ne sera plus jamais rassasié ». Il n'a jamais été rassasié. Pour tenter de comprendre les contradictions de Claude François et de savoir comment il a décidé de devenir une star à tout prix, il faut remonter à son enfance. Ce qui est arrivé le bouleversera pour la vie. Vous êtes d'origine égyptienne? Non, française. Vous êtes français? Oui. Parce qu'on a toujours considéré comme égyptien, né en Égypte, et pas encore dans les origines français. Si, je suis né en Égypte, donc c'était, si vous voulez, le passage faste de ma petite vie. Et puis, quand il y a eu l'histoire du canal en 56, on a tout perdu d'un coup. Il faut se souvenir qu'il est né en Égypte, son père était chef du trafic du canal de Suez, ils avaient une vie tout à fait dorée avec des domestiques, enfin on peut tout à fait imaginer ce que c'était. Et puis du jour au lendemain, un soir de 1956, Nasser a décidé de nationaliser le canal de Suez et brusquement, ces expatriés privilégiés sont devenus des bannis. Ils ont 48 heures pour quitter l'Égypte s'ils ne veulent pas finir dans les geôles du colonel Nasser ou livrés à la vindicte populaire. Tous leurs biens sont confisqués, maisons, argent, bijoux. Ils se sont retrouvés sans rien, démunis, alors qu'ils avaient une vie de bourgeois là-bas. Et donc c'était vraiment, le changement était radical. La vie fastueuse de l'Égypte est restée là-bas sur le quai. Il faut se reprendre sa place dans la société. Mais surtout, il faut vivre. La famille François s'installe à Monaco. Grâce aux indemnités versées par la compagnie du canal de Suez, le père de Claude achète un petit appartement dans cet immeuble de standing. On peut penser que tous les gens qui vont à Monaco sont très riches, c'est absolument pas le cas, et il a vraiment connu la misère. Les François n'ont plus le sou. Claude est obligé de déployer des trésors d'imagination pour survivre.
Il avait réussi à acheter une Vespa et il transportait des gens du bas de Monte-Carlo pour les monter en haut. Vous voyez, donc c'était pas un travail. Il a piqué des légumes comme ça à l'étal, il a fait tout ça. Il allait voir, par exemple, le boucher. Il disait, vous n'avez pas des restes pour mon chien? Et en fait, Claude n'avait pas de chien. Il achète du pain moins cher pour le tremper dans la vinaigrette. Le pain rassis trempé dans la vinaigrette, ça augmente un peu, ça remplit un peu l'estomac. J'ai eu moi aussi 17 ans. Le monde bien sûr qu'il avait une revanche à prendre. Nous n'étions plus rien du jour au lendemain avec la situation de mon père et puis notre renvoi du canal de Suez. Il fallait absolument qu'il s'en sorte à tout prix. Claude décide d'abandonner ses études sans prévenir son père. Son obsession, s'en sortir à tout prix. Comme il aimait bien la musique, il est arrivé à s'infiltrer parmi les musiciens du casino et il a commencé à rentrer dans un petit orchestre de Frozio. Pour Claude, cet engagement est important. Il se fait une réputation dans le milieu des musiciens et tombe amoureux d'une jeune Anglaise qui s'appelle Jeannette. Jeannette était danseuse dans les ballets d'Arthur Plachard, dans les spectacles du Sporting Club de Monte-Carlo. Et puis dans les coulisses, ils se sont rencontrés, croisés, aimés, plus quittés. Claude épouse Jeannette à la mairie de Monaco dans la plus stricte intimité. Personne ne remarque que son père, en réalité, ne lui parle plus depuis des mois. Quand le père a su que son fils était musicien, c'était la pire des choses pour lui, que c'était un bohémien, quoi. Qui ne lui pardonne pas d'avoir abandonné ses études pour choisir un métier de saltimbanque. Le père de Claude ressent ce choix comme une trahison qui plonge la famille un peu plus dans la déchéance. Il ne s'en remettra jamais. Il a vu son père perdre pied, son père qui était quelqu'un en Égypte et qui s'est retrouvé plus personne. Alors, mon père est tombé malade, moralement surtout, puis s'est laissé aller. Il en est mort à peu près 4 ans plus tard. Le fait que son père ferme les yeux en lui disant quelque part « je ne crois pas en toi, tu n'y arriveras pas », ben voilà, lui a pris le contre-pied. Tu n'as pas cru en moi, tu ne m'as pas fait confiance au point de mourir sans me reparler une dernière fois, je vais te prouver. Je vais te prouver que je vais y arriver. Claude François n'a alors plus qu'une idée en tête, prouver à son père qu'il avait tort. Il tente sa chance à Paris avec sa jeune femme. Jeannette trouve immédiatement du travail à l'Olympia. Elle assume à ce moment-là la première partie d'un spectacle, celui de Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, qui en 1962 est une immense idole en France. Claude François, lui, n'est alors qu'un petit musicien qui court les cachets, prêt à tout pour réussir. Et partout où il passait, il voulait chanter, il n'y avait rien à faire. Tout le monde l'envoyait sur les roses, il en souffrait beaucoup. Il faisait tout ce qu'on lui proposait. Il s'est retrouvé à faire une maquette chez Philips, qu'il a trouvé intéressant, mais il a fait un disque inintéressant. Pendant que Claude cherchait cette gloire, courait après cette gloire, peut-être délaissait-il un peu Jeannette. Il n'avait pas d'argument pour la garder. Cette danseuse, elle l'a quittée pour aller avec Gilbert Bécaud. Coup de foudre dans les coulisses entre Jeannette et Gilbert Bécaud. La rage au cœur, Claude se fait une promesse. Il se vengera de tous ceux qui l'ont humilié. Lui, il s'en est jamais remis. Ce qui fait le comportement avec les femmes n'a pas toujours été facile. Je crois que le vrai déclic de sa carrière, s'est passé le jour où il apprend que Jeannette le trompe avec Gilbert Bécaud. Parce qu'elle part pour quelqu'un de célèbre. Quelqu'un qui a réussi dans le métier du spectacle, alors que lui n'est encore que chanteur d'orchestre. Donc il mettra tout en œuvre pour réussir. Il y a peu de temps, c'était une extinction de voix, puis un début de dépression nerveuse. C'est ça une tournée, la gloire, mais c'est aussi des milliers de kilomètres parcourus de jour comme de nuit, bien souvent après le spectacle. Nous sommes obligés d'aller d'une traite. Il est déjà 3h du matin et on va essayer de s'arrêter en route et tu pourras dormir un quart d'heure. Combien de kilomètres? 350. Claude François travaille sans relâche. Le succès est enfin au rendez-vous.
Mais à quel prix? Chaque semaine, il avale des milliers de kilomètres pour se produire aux quatre coins de la France. Dans cette course effrénée au succès, il ira jusqu'à mettre sa vie en danger. Eh bien, je pense qu'il n'est pas utile de demander quelques mots à Claude. Simplement, Apple Lederman, grave ou non? C'est très grave, il en peut plus. Il est complètement épuisé. Sa vie, je ne peux pas dire le mot sacrifice parce que c'était sa vie, tout a été sur son métier. D'abord, j'arrive sur une scène, je chante, je danse pendant 1 heure. Si les gens sont contents, je peux rester 2 heures s'ils le veulent. Je m'amuse, j'aime ça. Et je fais ça parce que j'adore ça. Puis si on m'enlève ça, il ne me reste plus rien. Bon, je veux ça parce que je ne veux que ça. Je suis un extrémiste. Un extrémiste. Claude est d'une exigence redoutable pour lui-même, mais surtout pour les autres, qui ne tardent pas à le qualifier de véritable tyran. Je ne peux plus rien y faire. En vérité, Claude n'a pas très bonne réputation. On le dit maniaque, obsessionnel, soupe au lait. On dit aussi qu'il maltraite son personnel. C'était un patron un peu colérique, un peu exigeant, un peu cyclotimique. Alain Chamfort en a fait les frais. Alors, produit par la star, il doit se soumettre à toutes ses exigences, y compris au contrôle total de son look et même de sa façon de chanter. Moi, j'étais presque la reproduction de Claude François, je dirais. Sur scène, je mettais des costumes qui n'étaient pas très loin de ce qu'il mettait lui. J'essayais de bouger un peu comme lui. Enfin, tout ça avec, évidemment, pas la même dextérité et puis une nature très différente. Donc c'était un peu à côté. Par rapport à son personnel, il pouvait être extrêmement dur, vexant. Mais par contre, le lendemain, il s'excusait, il faisait un cadeau énorme. Je l'ai vu se séparer de Jean de façon parfois un petit peu brutale. Claude était incapable de licencier quelqu'un froidement. Parce que lui, il prenait vraiment la personne quasiment par la veste et il le mettait dehors et jetait les affaires par la fenêtre. Sinon, froidement, il n'y arrivait pas. C'était griffonné sur une feuille. Pour asseoir son autorité, il passait au bureau, il montait même pas de sa voiture, il appelait tout le monde, il fallait descendre. Si on avait quelque chose à lui demander, il fallait aller dans la rue et il daignait ouvrir la fenêtre de sa voiture. Je le texte de la fin. Il faisait un petit numéro quand on était trois, que quand il était tout seul avec quelqu'un, c'était quelqu'un complètement normal, Claude François. Il faut arrêter de voir le petit sautillant en train de taper sur sa secrétaire. Hein. Il tapait sur ceux, il gueulait sur ceux qui se laissaient gueuler. Après, moi, il m'a gueulé une fois dessus, au bout de 8 jours. Je suis parti, j'ai dit, moi, je travaille pas avec les fous furieux. Il m'a rattrapé, il n'a jamais pu gueuler. Hein. En 1972, Claude François rachète le magazine Podium, dont il contrôle minutieusement tous les tirages. Chaque planche, chaque photo, chaque couleur sont passées au crible de ses observations et de ses directives. Il ne laisse absolument rien passer. C'était quelqu'un qui était totalement animé par le sens de la perfection. Toujours tout contrôler, toujours tout avoir mieux que personne. Le soir, quand il rentrait chez lui, plutôt la nuit, puisqu'il vivait la nuit, vers 2 ou 3 heures ou 4 heures du matin, il avait les maquettes du journal et il reprenait tout, il crayonnait pour le rendre le lendemain. Quand il a créé Podium, il devait avoir dans les 34 ans. Il ne faut pas oublier ça, 34 ans, chef d'entreprise. Il imaginait tout. Par exemple, il y avait Podium, avait une petite mascotte qui était une petite jeune femme qui disait « Waouh, joli Podium ». Ça, c'est lui qui l'avait imaginé, qui l'avait dessiné. Podium a eu un énorme succès. Il en avait fait un magazine tout à sa gloire, c'est-à-dire que tous les fans de Claude François, qui étaient quand même très 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 nombreux, achetaient ce magazine où on parlait essentiellement de lui, mais aussi des autres chanteurs. Alors il veillait à ce qu'il y ait un bon équilibre, qui n'était pas une parité parfaite, vous vous en doutez. Une autre autopromotion à peine dissimulée que ses détracteurs ne manquent pas de souligner. Pourquoi dans Podium fait-on un culte Clo-Clo ? Mais non, c'est toujours la même chose. Je vais vous le répéter, mais pour la dernière fois, je vais m'énerver après. Nous avons un classement qui est établi à partir des listes et des lettres, c'est vrai, majoritaires, et à partir de ce classement majoritaire, nous donnons ce qu'il faut là-dedans. Ça va pas être très intéressant pour les gens, vous posez la même question depuis une demi-heure. Cette réussite exceptionnelle, ça engendrait des jalousies, ça engendrait des aigreurs,
de la part de certaines personnes. Donc des gens influents dans la presse ont voulu caricaturer, noircir le personnage. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. À cette période, Claude François traverse une série d'épreuves. Ennui avec le fisc, incendie criminel de son moulin et articles peu flatteurs. Il est persuadé que personne ne l'aime. Cela lui inspire une chanson. Je suis le mal-aimé. Naturellement, il a dû se sentir mal aimé pour écrire ça. On peut pas adhérer à un titre pareil sans l'avoir ressenti. Et Claude était quelqu'un qui parlait de lui dans ses chansons. Claude François était probablement la vedette, la superstar, la moins aimée de certaines personnes. La vedette la moins aimée de certaines personnes, y compris de lui-même, si l'on en croit l'un de ses biographes. C'était quelqu'un qui ne s'aimait pas. Il ne s'aimait pas. Alors il donnait l'impression inverse, parce que je crois qu'il a très bien compris qu'il devait être le premier à croire en lui et à montrer, mais je veux dire, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout sûr de lui. Je l'ai entendu une ou deux fois dire, quand il était en petit comité, on a toujours besoin de se lâcher, même quand on est Claude François, ça arrive rarement, mais parfois on se lâche. Et il disait, bon, je suis petit, j'ai une voix de canard, j'ai les jambes arquées. Bon, alors il accentuait tout ça. Bon. Nous avons retrouvé des archives de la BBC où Claude François se livre à de surprenantes confidences. I don't like myself. When I look at myself on a mirror, when I never watch my shows on TV, I don't like to see my pictures on magazine. I don't like that. I do what I can before pictures or before singing on stage, but I don't think of that. En plus du manque de confiance qui semble l'animer, Claude François est la cible de terribles rumeurs. Quand on est une star, parce que Claude François était une star, une immense star, on ne peut jamais empêcher les rumeurs. On ne peut jamais empêcher ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de noircir quelque chose. Il y a des malfaisants. Il avait un côté très féminin. Il avait un côté très apprêté. Il a été un des premiers à se mettre du rimel sur les cils pour la scène, mais ça pouvait prêter à tous les colibets là-dessus. Entre autres rumeurs, il y a eu bien sûr celle de son homosexualité et de son aventure dans le bois de Boulogne qui s'était terminée soi-disant à l'hôpital. Ces rumeurs, c'est un journaliste du journal Minute, à la suite d'une interview qui s'est très mal passée. Claude s'est énervé, l'a envoyé sur les roses, vexé. Il a fait paraître cet article pour se venger. Qu'est-ce qu'il avait écrit dans cet article ? Je ne me souviens plus très bien que Claude rencontrait des hommes de couleur au bois de Boulogne. Je crois qu'il en souffrait. Je me demande qui n'en souffrirait pas. On en souffre. On en souffre énormément. S'il est aimé de son public, Claude François a tout pour déplaire à l'intelligentsia parisienne qui méprise son côté chef d'entreprise, son style clinquant et ses chansons considérées comme insipides, tout juste bonnes à faire fonctionner le tiroir-caisse. Pourquoi faites-vous de la chanson commerciale uniquement ? Bon, ça fait 15 ans qu'on me pose la même question. Allez savoir pourquoi. Ça me fait vivre en attendant, disons. Claude se sentait mal aimé d'un certain public. Il aurait aimé avoir un univers musical différent, car il en était tout à fait capable. Et je crois qu'il s'est cantonné dans la chanson à Minette parce que ça marchait. Claude François, il a été vraiment prisonnier de son image. Il ne pouvait pas enlever ses paillettes. Je suis dans ta vie. Donc, à Europe 1, on programmait Claude François, mais de moins en moins. Ça faisait très bien, quoi, de dire « Oh là là, Claude François, c'est ringard ». On savait que je le voyais souvent et que j'avais des liens d'affection, quoi. On me taquinait gentiment. « Bah oui, toi, Clo-Clo. Bah oui, moi, Clo-Clo. » Il y avait toujours la comparaison avec Hallyday.
Je pense que ça faisait un petit peu ringard d'admettre qu'on pouvait être sensible à Claude François que de dire qu'on aimait Johnny. Johnny a toujours eu une espèce de mode, c'était le rocker. Il était méprisé parce que c'était populaire. Bon, en France, on n'aime pas ce qui est populaire. C'est vrai qu'il se sentait isolé. Vous aviez Johnny et Sardou qui étaient très copains. L'aventure, c'est l'aventure. Ce qui est bien, c'est que c'est très confortable, comme vous pouvez le voir. On a de la place. C'est délivrance. Où ils partaient en vacances ensemble. Il le charriait en permanence, il se moquait de lui. Puis il y avait l'autre, tout seul, qui ne faisait partie d'aucune bande, qui tyrannisait son entourage et dont on racontait que des côtés un petit peu négatifs ou des anecdotes qui n'étaient pas vraiment à son honneur. Il était très facile de le détester, surtout si on n'avait pas du tout envie de le comprendre. 1, 2, 3, 4. Je me souviens très bien d'une émission de télévision où il était invité avec ses enfants qui étaient très jeunes et qui étaient venus jouer un morceau au piano. Et puis Drucker a interviewé Coco et Marc et leur a demandé quel métier ils voulaient faire. Alors, que vont-ils faire plus tard, ces jeunes gens? Chanteurs, musiciens? Ça change chaque 2 mois. Ça change chaque 2 mois. À peu près le genre du métier de Guy Bedos. Le genre de métier de Guy Bedos, ça c'est pas exactement Guy Bedos, c'est surprenant. Le genre. Hein. Ah très bien, il a des dons comiques. Qu'est-ce qui te plaît dans Guy Bedos? Donne-moi un truc, une image, quoi. Rien, mais j'aimerais bien faire ce métier. T'aimerais bien faire ce métier et de préférence dans le répertoire de Guy Bedos. Dire des choses Bedos. comme Guy Bedos, c'est faire rire les gens. Hein, parce que Guy Bedos, en général, lui, il m'aime pas beaucoup. Tu te cherches, mais c'est pas grave, tu pourras faire comme Guy Bedos. Moi, par contre, je l'aime beaucoup. Comme ça sera une bonne chose secrète et officielle pour tout le monde. Alors, je suis ravi que tu veuilles faire comme Guy Bedos. Comme ça, je serai sûr au moins que le deuxième Guy Bedos, il m'aimera beaucoup. Très bien, bon. Après la disparition de Claude François, Guy Bedos, interviewé, a dit qu'il avait été très frappé et assez touché à l'époque de voir ça, parce qu'il dit, mais moi, je le détestais pas du tout. Bon. Mais ce qui est symptomatique, c'est que Claude François ne pouvait pas imaginer une seconde que Guy Bedos puisse l'aimer. Donc il en déduisait qu'il le détestait. J'ai assisté à de nombreuses reprises à des dîners où il y avait des journalistes qui venaient et où ils nous disaient avant « Ah, celui-là, il m'aime pas. Ah, celui-là, je sais, il me déteste. Bon. » Et on voyait très bien, au fil du dîner, attends, mais ce garçon sait parler de plein de choses, mais il peut parler de politique, mais il peut parler d'économie. Il les interrogeait sur leur sujet de prédilection. Il savait très bien s'ils étaient spécialistes de tel ou tel domaine. Et il se rendait compte qu'il en savait, sinon autant qu'eux, qu'il en savait beaucoup. C'était pas du tout celui qu'on croyait. Il était beaucoup plus profond que les paroles de ses chansons. Pour se faire accepter par une certaine élite, Claude François fait appel à des auteurs plus chevronnés. Claude a cherché un petit peu à travers Étienne Rodagil, à un moment donné, le parolier qui a été à l'origine de Magnolia et d'Alexandrie, les 2 derniers tubes, quoi. Une forme de cautionnement un peu intellectuel, comme ça. Alexandrie, où tout commence et tout finit. Moi, j'ai plus d'appétit. Camparacuda. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Ah, parce que je vais te dire, tu es bien placé. Et puis, pour te consoler, je vais te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodagil, est un auteur très spécial. Dans les journalistes, il y avait des journalistes de la presse populaire qui le soutenaient véritablement. Il y a ici Paris, tout ça, enfin, toute la presse très porteuse comme ça. Et puis, par contre, la presse d'opinion, il l'avait pas pour lui, quoi, c'est sûr. Attaqué, Claude François a une soif de reconnaissance encore plus forte. La France ne lui suffit plus. Et l'artiste part tenter sa chance en Angleterre, où un événement dramatique l'attend. Nous sommes quelques mois avant sa mort, en 1978, sur la plus prestigieuse chaîne de télévision britannique, la BBC. Claude François est au sommet de sa carrière. Il va tenter de conquérir le public anglais sans se douter qu'une tragédie se prépare à s'abattre sur lui. Ladies and gentlemen, France's #1, Claude François. La chanson est inédite. Elle s'appelle Bordeaux of Rose. Bordeaux rosé, take us away. Make the room begin to sway.
Et à la BBC, loin de ses fans, Claude François se laisse aller à des confidences plutôt inhabituelles. I think the musicians are much better here. I mean, anyway, they play in their own different way from French musicians, and I like it. Et stupeur, il ne s'estime pas à la hauteur des chanteurs anglo-saxons. And when I saw them, when I saw the shows on stage, I said, I'm not enough good for that. I must learn more. Et lorsqu'on lui demande comment il va conquérir le public étranger qui ne le connaît pas, sa réponse est pour le moins amusante. I mean, it's like a beautiful girl. I mean, if I'm courting a girl, and if she comes right away, I mean, I don't complain if she's beautiful, but, well, there we are, and a few days later, you're fed up more or less quickly. When a beautiful girl is very difficult, and who you are, I mean, I don't want to talk to you, and she's going away. Yeah, you run after, come on, please. You know, it makes more exciting. Et la conquête du public va s'opérer en Grande-Bretagne. Mais de dramatiques circonstances vont bouleverser les plans du chanteur. Il était parti à Londres enregistrer, et on était à Lilton, et moi je suis parti avant lui au studio, parce qu'il était toujours en retard partout, ça, on le sait. Donc moi je suis parti parce que le studio commence à l'heure, on a enregistré avec les musiciens. Pendant ce temps, la tragédie a frappé à l'hôtel Hilton, en plein centre de Londres. Et à un moment donné, j'ai un coup de fil de Paris qui me demande alors, t'es pas mort? Jean-Pierre Bourter tombe des nues. Il ignore qu'une bombe a explosé dans le hall de l'hôtel alors que Claude et Sophia s'apprêtaient à sortir. Quelques minutes après l'attentat perpétré par l'IRA, la zone est quadrillée par la police. Dans le hall de l'hôtel, c'est la panique. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai dit à Claude, il se passe quelque chose. Il y avait une trentaine de policiers. Sur un guéridon de la réception, il y avait un énorme bouquet de fleurs. Je regarde les fleurs et ça explose. Une bombe est située à 20-22 mètres de la sortie des ascenseurs, où arrivent à ce moment-là Claude et Sophia. Toutes les vitres de l'hôtel ont volé en éclats. Tout le monde a encore en mémoire les attentats de Belfast de 1972 qui ont fait 9 morts et 130 blessés. Par miracle, Claude et Sophia sont saufs. From the lift, and 1 minute after it happened. What did you do? I stayed in a place like that, and my friend took me out. I was screaming for my boyfriend. I didn't want to stay inside because I heard it banging all the time, so I get out from the behind door on the street. All of them, we had piece of flesh all over us, in the hair, everywhere, you know. Could you see people who were injured? There was a man without a leg, and he was asking his shoe. He didn't see his leg was out. What did you do? After the 2 bombs, I was on my bottom out, and somebody took me out. Il a eu la chance d'être derrière une personne qui faisait une tête de plus que lui, et cette personne a été décapitée, et lui, ça l'a protégé, quoi. Il aurait été devant l'impact, à mon avis, il serait mort. Claude échappe à la mort. Quelques mois plus tard, un autre événement se produit. Il résonne comme un nouvel avertissement. Qui veut du mal à Claude François? Eh bien, la voiture du chanteur a été littéralement mitraillée alors qu'il se trouvait lui-même à bord en compagnie de 4 autres amis. C'est miracle que personne n'ait été touché. Cela s'est passé près de son domicile de Milly. La voiture du chanteur a reçu 11 impacts de balles. L'une d'entre elles aurait pu être mortelle. La fusillade a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 juin. Ce soir-là, nous étions 5 dans la voiture, Claude au volant, et à l'arrière, il y avait Joël, une amie d'Europe 1, le chauffeur à ma droite, et moi j'étais au milieu sur la banquette arrière.
Comme d'habitude, Claude François fonce à tombeau ouvert sur la route de Danemoy. Il prenait des risques incroyables sur les routes en conduisant à 240, 250 à l'heure en revenant de concert. On roulait à 220 sur le verglas, quoi. C'était un trompe-la-mort. Et Claude François conduisait très très vite et d'une manière un peu italienne. Ce soir-là, alors qu'il roule à 220 km/h sur l'autoroute, un véhicule a l'audace de le doubler. Claude, qui ne supportait pas d'être dépassé, avait commencé un peu à jouer avec la voiture qui venait à sa hauteur, qui le dépassait, qui ralentissait. Il voyait une voiture devant lui qui ne le laissait pas passer, lui fait des appels de phare et quand le gars se pousse, lui se rabat. Il est passé devant, il lui a fait une queue de poisson. Simplement, en manque de peau, c'était des gangsters qui étaient dans la voiture. Ils n'ont pas apprécié du tout la queue de poisson et ils l'ont poursuivi et ils ont commencé à tirer dessus. Pour éviter les balles et échapper aux gangsters qui nous poursuivaient et nous tiraient dessus, Claude était au volant et a pris la route du Moulin, une petite route départementale en pleine campagne à plus de 200 à l'heure. Il a accéléré, ils ont continué pour aller chez lui. Et ils sont arrêtés devant chez lui et ils sont tous sortis à toute vitesse et puis finalement ils ne sont jamais venus. Claude fait de sa mésaventure un outil promotionnel pour vanter son courage. Il raconte tout à des journalistes qu'il convoque pour l'occasion. Je vous signale que la route était large comme la voiture, que donc le chauffeur était à ma hauteur, à gauche, et que celui qui tirait était à l'extérieur. Vous prenez cet angle-là, vous reliez cela ici, avec une ligne droite bien précise, et ça arrive sur le conducteur. Au bout, il y a Claude François. Et au bout, il y a moi. Et là, il y a des balles qui ont été s'incruster dans le poste de radio, quand même. Ils étaient 4 dans la voiture, ils auraient pu y passer. Hein. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais comme je suis pas très gros, heureusement, les balles ont dû siffler à côté, mais j'ai absolument rien eu. Mes 3 passagers à l'arrière et ma passagère à l'avant étaient cachés, enfouis évidemment. Quand on entend des coups de feu, tout le monde s'était écrasé par terre, j'étais tout seul à conduire. Pour la énième fois, Claude a échappé au pire. Entre 2 parties de tennis, il ne se lasse pas de raconter sa mésaventure à la presse. Je pense que ça lui donnait un sentiment de surhomme, puisque les choses passaient près de lui, mais il traversait toujours les épreuves. Il disait toujours que c'était pas son heure, et qu'il passerait toujours à travers. Mais son heure se rapproche. Nous sommes le 11 mars 1978. Ce jour-là, sa dernière compagne, Cataline, a failli mourir avec lui. Les sabots en bois m'ont sauvé la vie. Si j'avais été pieds nus ou chaussée autrement, je serais morte moi aussi. Ce jour-là, le 11 mars 1978, la mort est bel et bien au rendez-vous. J'étais à l'appartement, chez moi, j'habitais boulevard Exalmans, pas très loin de son appartement. Nous avons pris notre petit déjeuner. Nous avons parlé de l'émission qu'il venait d'enregistrer pour la BBC, en Suisse. Je revenais de New York. J'étais partie pour Tokyo et New York pour tenter d'oublier Claude. On devait partir au moulin, on était pressés. Ma mère était en train vraiment de mettre la clé dans la serrure. On était vraiment sur le point de partir. Je suis rentré dans un magasin de mes amis. Mon nom me dit « on vous cherche partout ». Le téléphone sonne. Et là, on me dit « Claude a glissé dans sa baignoire. C'est pas grave. Il s'est fait mal à la tête, mais pour l'instant, il faudrait que tu attendes un peu avant de partir pour le moulin. » Donc, je suis restée. J'avoue que j'étais pas rassurée, j'étais un peu inquiète. Et là, il y a le téléphone qui ressonne. Et ça, c'est une voix de femme qui pleurait et qui me disait dites-moi, Josette, que c'est pas vrai ce que j'entends à la radio. Alors j'ai tout de suite été mettre la
Une amie m'appelle. Elle m'a dit « As-tu entendu la nouvelle ?» Mon homme me dit Claude François est mort. Claude est mort. Claude François est mort. La nouvelle... Là, je ne savais pas si c'était un canular de mauvais goût ou si c'était vrai. Je sais que je suis descendue très très vite et que j'ai couru à pied jusqu'à son appartement. Et là, déjà de loin, j'avais compris que c'était vrai, parce qu'il y avait déjà plein de monde dans les rues, devant son appartement. Donc, Les pompiers puis un médecin ont fait à Claude François un long massage cardiaque. Le cœur qui s'était arrêté a fonctionné de nouveau un court instant avant de s'arrêter définitivement. Et j'ai mis la radio et j'entendais tout ça. Et je me disais quand même, je dis il a dû être choqué, il a dû avoir un truc grave, mais il n'est pas mort. C'est pas lui, c'est un autre. Personne voulait croire à cet accident. Cataline, la nouvelle compagne de Claude, est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Il y avait une applique au-dessus de la baignoire. Les fils électriques étaient dénudés. Ils étaient entourés d'un fil de soie parce que c'était une applique ancienne. Il était en train de se sécher et il a voulu la redresser. En bon maniaque qu'il était, l'ampoule, elle devait être un tout petit peu de travers, donc il n'était pas question que ce soit pas droit. Voilà. Et puis il a oublié qu'il avait les pieds dans l'eau. Quand il a touché l'applique, le courant lui a traversé tout le corps. Cataline lui prodigue les premiers soins, mais en vain. Je l'ai attrapé à bras le corps. Je l'ai tiré de toutes mes forces. L'applique lui est restée collée dans la main. Je l'ai allongé sur le sol et je lui ai fait un massage cardiaque. Il n'y avait rien à faire. Il était mort. Ça a été terrible. Choquée, elle ne réalise pas qu'elle vient d'échapper, elle aussi, à la mort. Les sabots en bois m'ont sauvé la vie. Si j'avais été pieds nus ou chaussée autrement, je serais morte moi aussi. Le lendemain, le quotidien Libération titre « Claude François a volté ». Libération, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent et Dieu sait s'il en faut pour dire autant d'âneries. Et voilà, c'est une ânerie de plus. Le jour de l'enterrement, une foule en état de choc encercle l'église d'Auteuil. Choufa, sa mère, devient une sorte d'icône pour les fans de son fils. C'était très important pour ma grand-mère de continuer à recevoir ces vagues d'amour de la part du public de son fils. Pour moi, je vis avec lui. Pour moi, il n'est pas mort. Ça se traduit comment, ça? Surtout lorsque je suis seule. Je vous dirais que je parle pendant des heures. Pour moi, des fois, je me dis, mais c'est pas possible qu'il est mort. Tyrannique, obsédé, colérique, Claude François l'était selon certains témoignages. Mais selon le souvenir de ses proches, il n'en restait pas moins un homme généreux et attentif. Quoi demander à un ami d'être là? Je crois qu'il était souvent là. Au moment où ça commençait à marcher, tout le monde voulait Claude. Moi, je débutais. Je faisais certaines choses avec lui, tout ça. Il a été fidèle. Il a dit non, moi je reste avec Claude Hermann. Claude n'était pas qu'un ami fidèle, c'était aussi une âme charitable. Il n'hésitait pas à se rendre au chevet des malades pour chanter. Lisette Malfroid, gravement malade et que sans doute seul un miracle pourrait sauver, croit désormais au conte de fées. À 16 ans, son vœu le plus cher était de rencontrer son artiste préféré. C'est Claude François qui, ce jour-là, s'était précipité dans la chambre d'hôpital de la malade. Lisette, qui lui avait écrit, parce que son plus grand rêve avant de mourir, c'était de rencontrer son idole Claude François. Il décide de prendre sa voiture avec 3 musiciens et de lui faire un mini-concert dans sa chambre. Il est resté 3 heures avec elle et puis il est reparti.
Voilà, c'était ça, Claude François. C'est la première fois que je voyais un chanteur qui se déplaçait avec ses musiciens pour jouer dans la chambre d'un malade. Si on venait, on frappait à la porte et qu'on lui demandait quelque chose, Claude, la main sur le cœur, il vous donnait. Vous aviez des projets de mariage ? Oui, on en a parlé. On n'avait pas fixé de date, mais oui, on en parlait. Il voulait avoir d'autres enfants. Il adorait ses fils. Ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie, c'était Coco et Marc. Il se voyait bien avec d'autres enfants. Il aurait aimé avoir une petite fille, d'autres garçons. Il voulait encore des enfants. Claude François est-il devenu une icône éternelle ? Partir à 39 ans, aussi jeune, c'est rester dans l'histoire avec un visage figé, comme Marilyn Monroe, comme Kennedy, comme Kurt Cobain. Il est mort en pleine force. Il est mort avec 2 tubes qu'on connaît encore. Son nom résonne encore. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mythe Claude François ? Sans doute. Enfin, je suppose, je m'en rends pas compte. 30 ans après sa disparition, le mythe Claude François perdure. L'artiste vend encore 200 000 albums et 100 000 DVD par an. Voile sur les filles, barque sur l'île. Comme d'habitude, My Way en anglais a remporté l'Oscar de la meilleure chanson étrangère en 1969. Depuis, plus de 1000 versions de ce tube ont été enregistrées et diffusées chaque minute quelque part dans le monde. Claude François, la postérité, si postérité il y a, elle appartient aux pros, aux vrais. Il travaillait à l'américaine et à l'époque, évidemment, ça séduisait. On n'avait jamais vu ça. Il était en avance. Il sera peut-être démodé dans 10 ans, mais il y avait 30 ans d'avance. Personne n'a pu remplacer ce qu'il était. Cette danse, ces paillettes, cette folie, ce bonheur, cette fête, il n'y a personne qui l'a fait. Il a apporté une espèce de modernité. Aujourd'hui, je pense que s'il était toujours parmi nous, voilà, il aurait déjà compris l'importance du câble, des chaînes. Il serait peut-être déjà propriétaire d'une chaîne de télévision. Il aurait compris avant tout le monde l'importance d'Internet. Voilà. C'était quelqu'un qui était tellement en avance sur son temps qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, il est dans l'air du temps. Il y a des mondes de 18 ans dans les boîtes de nuit qui dansent sur les chansons de Claude François. Ce que je trouve absolument incroyable, moi. Et les sosies en profitent eux aussi. On en compte 43. Ils se produisent aux 4 coins de la France et en Belgique. L'un d'entre eux, Franck Doria, est le sosie attitré du moulin de Dannemois. Ils se sont réunis dans une discothèque parisienne pour le 30e anniversaire de la disparition de l'artiste. Je suis fan de Claude François depuis l'âge de 10 ans, j'en ai 40 ans aujourd'hui. Voilà, il a laissé quelque chose et nous, les sosistes, on lui rend cet hommage, quoi. Il est toujours d'actualité et il le sera toujours. Ça s'en va. De son vivant, Claude François avait lui-même organisé un concours de sosie. Claude François avait créé en son temps, lui-même, un concours de sosie, en 1974. Il a décidé d'instaurer ça dans le podium, il était très innovateur et s'inspirait toujours une fois de plus des modèles américains. Il a dit, moi finalement aussi, je vais faire dans mon journal un concours de sosie. Et il a eu très très peur. Parce que lorsqu'il a reçu des centaines et des centaines de photos de gens qui s'identifiaient à lui ou à d'autres icônes de l'époque, eh bien, c'était catastrophique. Parce que finalement, les sosies, c'est le pire des miroirs qui existent. Le concours a duré 1 mois. Aujourd'hui, Josette, sa sœur, ne s'habitue toujours pas à l'absence de Claude. Vous manque ? Beaucoup. Énormément. Ouais. Et son fils, Claude François Junior, entretient aujourd'hui la légende et veille sur la mémoire de son père. J'ai un souci constant d'être digne, d'être son fils, en tout cas. Voilà. Alors, c'est pas si compliqué que ça, même si ça peut l'être de temps en temps. Mais ça relève plus du devoir, d'ailleurs, qu'autre chose.
Ce numéro d'Il était une fois est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC.